C'est bon, d'accord. Donc merci beaucoup à Valérie de cette présentation. Merci à Valérie Fasseur et Elisabeth Pinto-Mathieu de leur confiance lorsqu'elles m'ont confié cette bibliographie, à Clotilde Dauphin de son accueil pour la préparation des exempliers. Comme l'a écrit Louis-Patrick Bergot dans le message qui nous invitait à cette journée, nous avons cette année à traiter une œuvre difficile mais passionnante et je vais essayer de montrer à quel point nous sommes bien accompagnés pour la traiter. Alors, je me suis astreint à limiter à 4 pages format papier cette bibliographie qui est faite en réalité pour une diffusion en ligne. Hein. Il y a tout ce qui est souligné, ce sont des liens hypertextes parce qu'on trouve énormément d'articles et d'ouvrages en ligne parmi ceux qui sont cités là. Voilà, mais pour cette journée, ça me semblait plus facile de faire avec ces 4 pages papier. Donc, c'est une version courte. Il y avait une version longue au départ, et à partir de cette version courte, vous pouvez même fabriquer une version encore plus courte en utilisant le système d'astérisque que j'ai utilisé pour signaler les ouvrages. Alors, vous pouvez les placer autrement, mais bon, les ouvrages qui me semblaient en tout cas incontournables pour la préparation et à regarder peut-être en premier, ouvrage ou article. Alors, j'ai organisé donc cette bibliographie en 6 parties, avec pour certaines 2 ou 3 sous-parties qui correspondent à différentes manières d'aborder l'œuvre. Et en général, à l'intérieur des sous-parties, j'ai suivi un ordre chronologique de parution des articles ou des ouvrages cités. Alors, je commence par une section sur les éditions. Alors, l'édition, bien sûr, de Gabriel Bianciotto qui va nous être très utile, son introduction, son système de notes, etc. Donc là, ça sera l'outil numéro 1 pour la préparation. J'ai mentionné aussi l'édition historique de César Ségré, qui est importante alors, pour de nombreuses raisons. D'abord, à la différence de l'édition au programme qui suit un manuscrit de base, le manuscrit A, à la manière bédiériste, l'édition de César Ségré adopte une méthode néo-lachmanienne en établissant un stéma très complet pour reconstituer le texte de l'archétype, voire par-delà celui de l'original à partir de tous les manuscrits. Là, je cite Gabriel Bianciotto qui évoque dans son introduction cette édition. Donc c'est un travail philologique exemplaire avec une introduction, un apparat critique spectaculaire en italien et un texte qui rend justice déjà à la subtilité de l'œuvre, en prévenant par exemple le lecteur de la légère ironie qui préside au tissage entre le didactisme amoureux et le didactisme scientifique. Une édition qui a permis de découvrir, de redécouvrir et de découvrir l'œuvre. Alors pourquoi la citer? Parce que tous les articles qui traite du bestiaire d'amour avant l'édition Bianciotto de 2009 y renvoie. Et voilà, parce que c'est un outil, évidemment, on ne peut pas ignorer l'existence. Alors, dans cette version courte n'apparaissent pas les éditions précédentes de Célestin Hippo ou d'Arthur Langforce. La deuxième section concerne l'auteur et son œuvre. Richard de Fournival est un auteur sur lequel on sait beaucoup de choses. Il est né à Amiens et non à Fournival le mercredi 10 octobre 1201 à 3h26 du matin sous le signe de la Vierge dominé par Mercure. C'est le fils de Roger de Fournival, médecin personnel du roi Philippe Auguste et d'Élisabeth de la Pierre, demi-frère d'Arnould de Fournival qui était évêque d'Amiens. Donc, il fut clerc, chirurgien agréé par 2 papes successifs et chancelier de la cathédrale d'Amiens, où il mourut en 1260. Pour avoir des détails et en savoir plus, on peut évidemment se reporter dans un premier temps à la synthèse très efficace effectuée par Françoise Ferry-Hu dans le dictionnaire des lettres françaises, à l'article de Christopher Lucken, Richard de Fournival, fils et maître d'Amiens. Donc c'est le premier article cité avec astérisque. Il y en aura bien d'autres qui vont suivre. Alors dans cet article, vous trouverez l'origine de la date de naissance que je vous ai fièrement annoncée et la raison pour laquelle on peut donner ces précisions tout à fait inhabituelles, des détails sur la formation et la carrière de Richard de Fournival, sur sa bibliothèque aussi, organisée comme une université à destination des étudiants et des clercs d'Amiens.
Pour en savoir plus, il y a aussi le recueil co-dirigé par Joël Ducos et Christopher Lucken, Richard de Fournival et les sciences au XIIIe siècle. Alors, c'est un ouvrage qui traite assez peu du bestiaire d'amour, mais qui est une ressource précieuse pour en savoir plus sur la personnalité intellectuelle de Richard de Fournival, sur l'étendue de sa culture et de son œuvre savante. On peut en particulier consulter avec profit, en travaillant sur le bestiaire d'amour, l'introduction par Christopher Lucken intitulée Parcours et portrait d'un homme de savoir. Dans l'article d'Isabelle Drelans, La Biblionomia de Richard de Fournival, une bibliothèque d'encyclopédistes, enquête comparative sur les textes et les manuscrits, on trouve aussi des éléments intéressants pour le bestiaire d'amour, elle montre, elle compare la bibliothèque de Richard de Fournival, connue par ce catalogue extraordinaire, la Biblionomia. Elle la compare avec les bibliothèques des encyclopédies de son temps, notamment de Vincent de Beauvais, et elle montre à quel point il est à la pointe de la science dans tous les domaines. La manière dont il utilise la ressource locale, d'après ce qu'elle écrit, qui est le bestiaire de Pierre de Beauvais, dans sa version courte, en offrant une information naturiste, néanmoins élémentaire. Voilà, donc il y a quelques éléments intéressants dans cet article, plus spécialement sur le bestiaire d'amour. Et il y a également la conclusion rédigée par Joël Ducos, de la page 401 à la page 408, qui comprennent quelques lignes très denses sur le bestiaire d'amour, des considérations sur l'inspiration qui a pu naître du roman de la Rose de Guillaume de Loris, le fait qu'il s'agit d'un parcours des descriptions animalières des bestiaires au service d'une déclaration amoureuse, des éléments aussi sur les métaphores esquissées dans la lyrique d'Ocke et Doyle, dont le souvenir est réactivé par ce texte. Et elle écrit notamment: Richard de Fournival combine ainsi deux genres qu'il mêle pour un renouvellement de la lyrique, une lyrique que l'on pourrait qualifier de savante. Elle évoque aussi la liberté d'écriture de Richard de Fournival, liberté d'écriture que l'on retrouve si souvent chez les écrivains en langue vernaculaire quand leur savoir se dépouille d'une rhétorique trop formelle. Voilà, donc on a des éléments de mise en perspective de l'œuvre qui nous intéresse là, dans la culture de Richard de Fournival et son travail de savant. Alors, une entrée séduisante et intéressante dans l'œuvre sont les manuscrits, bien sûr. Le bestiaire d'amour est un livre pour l'œil, et la plupart des 23 manuscrits connus sont illustrés, certains abondamment. Dans la plupart des cas, l'artiste suit le texte et il serait dommage, évidemment, de se priver de cette belle porte d'entrée dans l'œuvre. Donc là, j'ai indiqué quelques liens vers des manuscrits alors retenus. On peut évidemment en consulter d'autres et en conseiller d'autres, mais il y a le manuscrit 12 308 d'Oxford, souvent cité, qui comprend de très belles illustrations et que l'on peut feuilleter en ligne avec le lien donné là. Le manuscrit suivant, c'est le manuscrit A, qui sert de base à l'édition au programme, richement illustré aussi pour la partie bestiaire, pas la partie réponse. Le troisième, le manuscrit I, c'est le manuscrit très intéressant conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, le 2200, dont je reparlerai tout à l'heure. Alors, j'ai cité ici deux articles qui s'intéressent à cette question des manuscrits et à l'interprétation que l'on peut en donner. L'article de Ludmila Evdokimova sur la disposition des lettrines dans les manuscrits du bestiaire d'amour, en deux parties dans la revue Le Moyen-Âge, et celui de Xenia Muratova, intitulé Un nouveau manuscrit du bestiaire d'amour de Richard de Fournival, qui s'intéresse à de nouveaux manuscrits en question, le manuscrit T, le plus ancien témoin connu de l'œuvre, illustré par un cycle iconographique très proche, d'après sa démonstration, de l'état d'origine, et réalisé pour un commanditaire princier. Alors, ces articles semblent peut-être un petit peu marginaux par rapport au travail qu'on va faire sur l'œuvre, mais il me semble qu'ils peuvent être un moyen de sensibiliser les lecteurs à l'importance de l'illustration et donc au programme iconographique. Et c'est une étude qui est très riche dans le cas des manuscrits du bestiaire d'amour, évidemment. Pour achever d'aiguiser l'attention des
agrégatif, à la dimension manuscrite de l'œuvre, on peut les renvoyer aussi à des travaux de chercheuses américaines, notamment, je ne l'ai pas cité ici dans la bibliographie, mais il y a un ouvrage de Sylvia Huot qui date de 1987, From Song to Book, The Poetics of Writing in Old French Lyric and Lyrical Narrative Poetry, qui est important, et qui comporte un chapitre 5, The Audiovisual Poetics of Lyrical Prose, Les bestiaires d'amour and its Receptions. Donc cet ouvrage s'intéresse à la dimension sonore et visuelle de plusieurs œuvres, dont Le bestiaire et sa réponse, et livre des pistes d'analyse extrêmement riches sur l'illustration des manuscrits. Alors, l'ouvrage que j'ai cité est un ouvrage plus récent, qui est également très riche. Donc voilà, il vaut mieux lire l'anglais pour travailler sur le bestiaire d'amour. Donc c'est celui de Sarah Kay, qui n'est pas traduit à ma connaissance, Animal Skins and the Reading Self in Medieval Latin and French Bestiaries, qui va être très intéressant pour la dimension iconographique, mais aussi pour de nombreux autres aspects de l'œuvre. Donc je le cite là, et j'aurais pu le citer à d'autres moments. Sarah Kay met sa grande érudition, sa connaissance extrêmement précise du texte des bestiaires, des manuscrits et de leurs illustrations au service d'hypothèses de lecture audacieuses et très stimulantes à mon sens. Par exemple, l'idée qui guide plusieurs analyses que l'aspect et la qualité de la page manuscrite avec ses irrégularités, puisque c'est une peau de bête, est susceptible d'infléchir la lecture et d'influencer la perception par le lecteur de son propre vêtement de chair. Voilà, donc il faut lire les analyses pour voir la portée, mais ça, il y a des analyses extrêmement précises, et Richard de Fournival est cité à plusieurs reprises, les manuscrits du bestiaire d'amour, on peut les retrouver grâce à un index, et voilà, donc c'est un outil, à mon avis, qui peut être extrêmement utile aussi pour entrer dans l'œuvre, avec également l'analyse convaincante de plusieurs face-à-face saisissants entre l'homme et l'animal que l'on trouve dans les illustrations. Voilà, donc c'est là aussi un ouvrage qui me paraît important, notamment pour la dimension manuscrite. Les perspectives codicologiques ouvertes par mon voisin, Christopher Luken, peuvent paraître affaire de spécialistes, mais je crois que les deux articles que je cite sont tout à fait accessibles à des étudiants qui préparent l'agrégation et peuvent leur faire prendre conscience d'une dimension supplémentaire de ce texte qui est importante. Donc, dans le premier article de 2010, Les manuscrits du bestiaire d'amour de Richard de Fournival, Christopher Luken présente la place du bestiaire d'amour dans le manuscrit I, donc Paris Sainte-Geneviève 2200, où le bestiaire d'amour se situe au croisement du savoir et de l'amour. Je cite Christopher Luken, à l'intersection de deux groupes de textes qui correspondent en quelque sorte aux deux composantes du titre qui lui est habituellement attribué, le bestiaire d'amour, et aux deux traditions littéraires auxquelles il est habituellement associé par la critique. Le bestiaire d'amour est copié dans ce manuscrit entre des traités encyclopédiques, l'image du monde de Gossuin de Metz, des lapidaires, un compute, des traités de géométrie, etc., le bestiaire d'amour, puis 3 traités anonymes sur l'amour, etc. Donc, il se trouve vraiment à une position charnière, la démonstration est extrêmement convaincante. Et dans la suite de l'article, Christopher Luken s'interroge sur la possibilité d'interpréter la mise en recueil dans d'autres manuscrits. Et il formule là de premières hypothèses qu'il approfondit avec succès dans l'article suivant. Amour, suite et fin, le bestiaire d'amour à la frontière du discours amoureux dans la tradition manuscrite, donc dans le volume Medioevi, Rivista di Letteratura e Culture Medievali, en 2019. Voilà. Donc là, il conclut sur le fait que chacun des manuscrits analysés présente une configuration différente et livre en conclusion des pistes qui montrent que l'agencement des recueils est extrêmement varié, mais dans la plupart des cas, la place qu'occupe le bestiaire d'amour paraît significative et souvent il occupe une position charnière. Voilà. Donc là, on a un certain nombre d'éléments qui ne sont absolument pas anecdotiques, évidemment, puisque ces articles parviennent en quelque sorte à faire parler les manuscrits et nous permettent de mieux comprendre comment on pouvait lire au Moyen-Âge ce texte complet.
et montrer aussi qu'il y a bien des lectures possibles. Alors, j'ai repris pour les deux sections suivantes des sous-parties formulées par Christopher Lucken dans le premier article que j'ai évoqué, celui de 2010. Il y a dans le bestiaire d'amour un côté bestiaire et un côté amour. Je vais commencer par le côté bestiaire, important parce que le titre de l'œuvre au programme nous y invite, parce que aussi, peut-être, c'est ce qui retiendra en premier lieu l'attention des candidats, des lecteurs qui découvriront pour la première fois cette œuvre, les animaux et leur nature. C'est très surprenant et très séduisant pour un lecteur qui n'est pas familier de cet aspect de la culture médiévale. Mais il convient évidemment de ne pas en rester à ce premier mouvement de surprise et de déplacer le regard vers ce qui constitue la véritable originalité de l'œuvre. Et pour cela, il me semble utile de proposer quelques lectures pour apprivoiser le genre du bestiaire et remettre en situation ce bestiaire d'amour qui est évidemment extrêmement original dans la tradition des bestiaires. Donc, j'ai proposé d'abord quelques pistes de lecture pour aider à lire des bestiaires, en commençant par le modèle grec antique qui est à l'origine de la tradition des bestiaires chrétiens, probablement copié pour la première fois au IIe siècle en Égypte, à Alexandrie, qui a été édité et traduit par Arnaud Zucker en 2005 dans Physiologos, le bestiaire des bestiaires. La version latine, ensuite, qui est accessible par l'ouvrage Bestiari Medievali, édité par Luigini Morini, qui en fait également une traduction en italien. Il y a d'autres bestiaires dans ce recueil qui peut être utile à plusieurs égards. Et donc là, on a la version latine du Physiologus, enrichie de passages des étymologies d'Isidore de Séville, dans la version B-Is pour Isidore, version qui est la source d'une grande partie des bestiaires latins, ainsi que de la majorité des bestiaires français. Je cite le petit ouvrage de Gabriel Bianciotto, Bestiaire du Moyen Âge, donc publié en 1980 chez Stock, et qui reste une ressource extrêmement précieuse pour découvrir, justement, pour une première découverte de ce que sont les bestiaires. Donc, on peut y renvoyer ici les étudiants. Elle contient des traductions de la version courte du bestiaire de Pierre de Beauvais, des extraits du bestiaire divin de Guillaume Leclerc de Normandie, le bestiaire d'amour que l'on retrouve, le passage consacré aux animaux dans l'encyclopédie de Brunet-Latin, le livre du Trésor, et des extraits du livre des propriétés des choses de Jean Corbeschon. Donc des éléments encyclopédiques, mais aussi certains bestiaires, et là je la cite surtout pour les bestiaires, parce qu'il me semble que c'est là-dessus que l'attention doit se concentrer, donc sur le genre du bestiaire. Alors le problème que pose évidemment cet ouvrage, c'est que les textes ne sont pas en version originale, ce qui ne permet pas d'apprécier leur style, la différence entre le choix des vers ou de la prose. Et c'est pour ça que pour une comparaison plus précise ou pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai cité aussi des éditions qui permettent d'avoir accès aux textes en ancien français de ces bestiaires. Donc d'abord celui de Philippe de Taon, édité par Luigina Morini, en classique français du Moyen-Âge, sans traduction. Celui de l'édition du bestiaire de Guillaume Leclerc de Normandie. Ici, j'ai placé les bestiaires français dans l'ordre chronologique. Celui donc le bestiaire de Gervaise, que l'on retrouve dans le volume édité et traduit par Luigina Morini, mais aussi dans une édition plus ancienne proposée par Paul Meyer d'un Romagna, qui est accessible en ligne. Donc voilà, ces indications doivent permettre d'accéder au texte. Et le texte important, évidemment, pour le bestiaire d'amour, de la version courte du bestiaire de Pierre de Beauvais, édité par Guy Mermier, qui fait figure de bestiaire canonique et se présente comme une traduction en prose du Physiologus, qui est cité à de nombreuses reprises dans l'édition du bestiaire d'amour de Gabriel Bianciotto, sous la mention Best 1. Donc, on a plusieurs renvois à cette version-là. L'édition la plus utile, certainement, des bestiaires pour travailler sur le bestiaire d'amour, des autres bestiaires, c'est la version longue attribuée à Pierre de Beauvais, éditée en 2010 par Craig Baker, qui est citée systématiquement pour la partie nature des bêtes dans l'édition Bianciotto, sous la mention Best 2.
Voilà, donc si on peut consulter ces éditions, évidemment, c'est un plus, et puis c'est un moyen aussi de voir à quoi ressemble un bestiaire en français, en dehors du bestiaire d'amour. Il y a également des sites qui permettent d'aborder de manière très complète le genre du bestiaire. Donc le site The Medieval Bestiary Animals in the Middle Ages, qui donne accès à des synthèses au sujet des natures, de leurs sources par animaux, des listes de manuscrits selon les différentes familles et les versions, pour un nombre important de textes en français et en latin, des ressources iconographiques vastes aussi, donc c'est un site sur lequel on peut se promener assez longuement. J'ai mentionné également le site Animalitaire, qui est un projet et un site en chantier depuis fort longtemps malheureusement, mais il y a quelques articles de démonstration qui peuvent être intéressants pour travailler sur le bestiaire d'amour. Par exemple, l'article sur l'éléphant, avec des notices rédigées par Baudouin Fondenabele pour la partie qui concerne l'éléphant dans les bestiaires et les encyclopédies en latin, ou par Richard Traxler sur l'éléphant dans les bestiaires en français. Voilà, donc là, il y a également des informations facilement accessibles qui peuvent être utiles. Pour aider à situer le bestiaire d'amour dans la tradition du Physiologus, je renvoie à l'ouvrage de référence de Florence McCulloch, Medieval Latin and French Bestiaries, qui propose donc pour la première fois un classement des bestiaires dans les différentes familles, et qui fait toujours autorité, auquel renvoient les ouvrages qui travaillent sur le genre du bestiaire, à un débat illustré par ces deux articles de Craig Baker et Jean Maurice. Débat de spécialistes, certes, mais la lecture des articles, à mon avis, peut ouvrir des perspectives aussi dans la perspective du travail de ce texte. La question de la filiation entre le bestiaire d'amour de Richard de Fournival et la version longue du bestiaire attribuée pendant longtemps à Pierre de Beauvais. Alors, je résume très succinctement le débat. On a longtemps admis que la version longue du bestiaire était l'œuvre de Pierre de Beauvais. Voilà pourquoi on dit attribué à Pierre de Beauvais, auteur de la version dite courte, rédigée au début du XIIIe siècle. Or, Craig Baker, donc l'éditeur de la version longue en 2010, a démontré que cette version longue n'était pas l'œuvre de Pierre de Beauvais, ce qui a eu des conséquences, bien sûr, sur la datation de cette œuvre, sans doute beaucoup plus tardive qu'on ne le croyait. Et si cette œuvre est, comme on le suppose aujourd'hui, a été composée au milieu du XIIIe siècle, entre 1246 et 1268, eh bien, le rapport de filiation avec le bestiaire d'amour de Richard de Fournival, que l'on croyait inspiré de la version longue du bestiaire, n'est plus du tout une évidence. Et donc, ce que démontre Craig Baker, c'est que le rapport de filiation s'est fait en réalité dans l'autre sens, et que c'est la version longue du bestiaire de Pierre de Beauvais, attribuée à Pierre de Beauvais, donc la version longue, disons, qui s'est nourrie des éléments qu'on avait dans le bestiaire d'amour pour enrichir la version courte de Pierre de Beauvais. Voilà. Mais cette hypothèse est discutée par Jean Maurice dans le second article. Voilà. Donc on ne peut pas le tenir pour définitivement acquis. Il y a une discussion à ce sujet, mais qui engage tout de même certaines interprétations, puisque dans notre édition, on a très souvent en regard les citations de la version longue du bestiaire. Et donc, attention, le rapport n'est pas évident. Et l'hypothèse de Craig Baker, reprise par Gabriel Bianciotto, c'est que c'est le bestiaire d'amour de Richard de Fournival qui sert de source finalement à la version longue. Voilà. Donc, cette question du bestiaire d'amour dans la tradition du Physiologus se pose également dans la section qui suit, que j'ai intitulée Le détournement de sens allégorique. Plusieurs ouvrages insistent sur ce détournement du sens et sur le bestiaire hors du commun, qu'est le bestiaire d'amour, sur son caractère tout à fait singulier et original. On peut commencer par exemple par l'article de Jean Maurice publié en 2001, Le bestiaire d'amour de Richard de Fournival, une réécriture des bestiaires moralisés dans l'ouvrage L'autre et le même, pratique de réécriture. Cet article se présente comme une relecture du bestiaire d'amour à la lumière des travaux de Gérard Genette, et réciproquement comme une relecture de Palimpseste à la lumière du bestiaire d'amour. Donc c'est la question de l'intertextualité ici qui est mise en avant.
On va trouver chez Bernard Ribémont, par exemple, un cas, le cas des abeilles, envisagé dans cette tradition des bestiaires, et il montre là aussi que voilà, le bestiaire d'amour a une lecture tout à fait singulière. Mais voilà, j'attire surtout l'attention sur les deux derniers articles, et particulièrement celui d'Armand Strubel, publié dans l'ouvrage Les écoles de pensée du XIIe siècle et la littérature romane, Hoppe et Hoyle. Donc, article intitulé La littérature allégorique et la fin de l'allégorisme universel. Le propos, on le voit, est plus large ici. Cet article porte sur l'évolution de la littérature allégorique, et Armand Strubel choisit d'emblée de se pencher plus particulièrement sur le cas des bestiaires. Il étudie l'écriture analogique des bestiaires traditionnels. Donc évidemment, c'est une ressource précieuse ici. Il aborde l'évolution interne des bestiaires vernaculaires de Philippe de Tancin à Pierre de Beauvais, et présente le bestiaire d'amour comme une rupture décisive. Il décrit le simple fait de substituer aux leçons typologiques et tropologiques des comparés empruntés à l'amour courtois et à un imaginaire laïque constitue un bouleversement radical. Il parle d'une véritable déconstruction du système opéré par le bestiaire d'amour, qui met à mal le rapport ontologique de la semblance et de la signifiance. Voilà, il interprète aussi le passage vers le bestiaire d'amour comme le moment d'un glissement de l'allegoria in factis à l'allegoria in verbis. Donc là, il faut lire l'article, mais vous voyez, il est extrêmement riche et stimulant pour penser l'allégorie et ce que fait le bestiaire d'amour avec ce fonctionnement allégorique du bestiaire. Alors, l'article de Jean-Maurice, publié en 2017 dans l'ouvrage en hommage à Armand Strubel, aborde aussi cette question, mais d'une manière différente. Ici, Jean-Maurice commence par rappeler le fonctionnement sémiotique général des bestiaires moralisés, et il propose une typologie pour étudier la manière dont se construit le sens dans les gloses des natures animales, avant de conclure là aussi sur l'évolution du genre des bestiaires. Ces analyses portent principalement sur la version courte du bestiaire de Pierre de Beauvais, considéré comme le meilleur représentant de la tradition du physiologus, mais il va lui aussi finir sur le bestiaire d'amour et montrer sa singularité. Voilà. Alors, dans les approches développées par Jean Maurice, on a l'analyse du signifiant et du signifié, c'est-à-dire qu'il choisit de rendre compte du fonctionnement herméneutique des bestiaires à l'aide de modèles théoriques issus des sciences du langage. Donc, le signifiant, c'est la part sensible, c'est le physique des bêtes, les natures décrites, et le signifié, c'est la glose, l'interprétation, donc semblance et signifiance. Il présente les signes animaux comme arbitraires et nécessaires, évoque aussi la portée parodique du bestiaire d'amour, et en étudiant les différents modes de construction du sens dans la glose, il propose une opposition entre gloses riches, des gloses très construites, qui exposent des homologies nombreuses, soigneusement motivées et très cohérentes, à des gloses pauvres qui reposent sur une nature, simplement, une homologie minimale. Voilà, donc on a un certain nombre d'outils développés ici pour rendre compte de cette évolution du genre du bestiaire, et s'intéresser en conclusion à la fin du genre. On n'écrit plus de bestiaire canonique après la fin des années 1260, mais écrit-il, le genre évolue en se délitant de deux manières opposées. D'un côté, l'éclatement, et il prend comme exemple le livre des animaux chez Brunet-Latin. Voilà, l'interprétation, la glose a disparu. Euh, et par détournement du sens allégorique, et là c'est le bestiaire d'amour qui l'illustre le plus brillamment, dit-il, la symbolique animale s'y met au service d'une érotique qui déploie une tonalité et une phraséologie courtoise, mais au fond s'en éloigne par le seul fait de rappeler implicitement à l'homme qu'il est comparable aux animaux. Donc il traite dans cet article en conclusion de la disparition du genre liée à la dissolution du signe animal, dont la glose était le pivot,
qui n'est plus reçu dans sa valeur ontologique essentielle dès lors qu'on n'adhère plus, écrit-il, à la vision du monde augustinienne qui le justifie et qui recule peu à peu, précisément au moment où le genre des bestiaires se tarit. Si le monde animal n'est plus de façon évidente le reflet de Dieu, toute glose devient pauvre. Voilà. Et ça, c'est voilà, une interprétation du bestiaire d'amour aussi que l'on a en conclusion de cet article. Donc en ça, il me semble intéressant pour montrer comment on peut lier le bestiaire d'amour à cette fin du genre et à cette dissolution du signe animal. Alors, je ne l'ai pas cité, mais je renvoie tout de même pour finir sur cette partie côté bestiaire à la thèse de Johann Bude, ici présent. Elle bestiaire à mout à dire, bel exemple et bonne matière, forme et langage du discours zoographique en français médiéval, donc thèse soutenue ici à l'Université Paris-Sorbonne en 2022, qui offre une étude ample et importante sur le genre du bestiaire, dans laquelle, de manière très significative, Richard de Fournival passe au second plan. Johann Booth justifie le fait qu'il ne le retient pas dans son corpus. En effet, par sa finalité courtoise et son inspiration lyrique, il s'éloigne résolument de l'enjeu des bestiaires et des charges symboliques qu'on y retrouve traditionnellement, même si les matrices d'une écriture didactique restent en jeu. C'est principalement sa structure, excluant la division en chapitres, qui nous a amenés à l'écarter de notre réflexion, sans nous interdire de regards et des références à l'œuvre, parce qu'il y a tout de même des choses sur le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Mais au fond, Johann le dit, le bestiaire d'amour n'est pas un vrai bestiaire. Voilà. Et Christopher Lequen écrit à ce sujet, il n'a pas grand-chose à faire avec les bestiaires, les lapidaires ou autres textes à caractère savant avec lesquels on tend aujourd'hui à les recueillir. Il prend son véritable sens lorsqu'il est rattaché au grand chant courtois et au discours amoureux. Il est grand temps donc de passer au côté amour qui est qui permet de comprendre le sens de cette œuvre. Alors, pour mettre en contexte, Valérie en a parlé tout à l'heure, il y a un énorme travail de mise en contexte à faire, énormément d'autres œuvres à lire pour bien lire le bestiaire d'amour, le roman de la rose, évidemment, les textes qui viennent après, donc il va falloir choisir, guider les étudiants. Je me suis contentée de donner quelques indications ici pour lire des œuvres lyriques et donner une idée de cette poésie qui est liée à l'écriture du bestiaire d'amour et qui permet de mieux la comprendre. Donc, lire quelques poèmes de troubadour, par exemple, dans l'anthologie proposée par Pierre Bec. Il y a aussi, pour aider les étudiants à découvrir la tradition lyrique courtoise en Languedoc, l'ouvrage de Michel Zinc, Les Troubadours, une histoire poétique, publié chez Perrin en 2013. Et j'ai cité aussi une œuvre singulière qui me paraît particulièrement intéressante, celle de Rigaud de Barbezieux, éditée par Cathy Bernard, La Dame Graal, chanson de Rigaud de Barbezieux, parce que c'est sans doute le troubadour qui parle le plus d'animaux. Sa chanson la plus connue commence par Autre aussi comme l'orifant. Il se compare à l'éléphant qui implore la merci de sa dame. Il y a aussi Autre aussi comme le lion. Enfin, c'est vraiment une œuvre qui comporte un bestiaire tout à fait singulier. Alors, j'aurais pu citer aussi ou renvoyer à l'œuvre du trouvère Thibaut de Champagne, qui est également riche en animaux. Mais voilà, on a la présence des animaux dans l'œuvre des troubadours et des trouvères peut se lire à travers des anthologies, mais aussi à travers ces deux œuvres de manière particulièrement frappante. Alors, il ne faut pas oublier que Richard de Fournival lui-même a écrit une œuvre lyrique qui a été éditée par Yvan Lepage, que l'on peut consulter par la base classique Garnier numérique. Et alors, des poèmes difficiles, je crois, mais que l'on peut regarder et lire comme les premières tentatives de Richard auprès de la dame avant d'envoyer son arrière-ban. Des poèmes qui ont échoué, donc, mais bon, qui méritent peut-être qu'on y jette au moins un coup d'œil. Voilà. Donc, quelques références, alors qui pourront être complétées, évidemment, et j'attends vos réactions pour ajuster un petit peu cette bibliographie aussi, éventuellement. Mais voilà, de premières pistes pour montrer que cette œuvre, Le Bestiaire d'amour, liée
bestiaire, évidemment, est aussi intimement liée à la poésie des troubadours et des trouvères. Et il y a un article particulièrement important de ce point de vue, qui est celui de Michel Zinc, Révélation de la mémoire et masque du sens dans la poétique médiévale, publié dans un premier temps en 1988 dans l'ouvrage Masque et déguisement dans la littérature médiévale, puis publié à nouveau dans le recueil d'articles de Michel Zinc, Les voix de la conscience, paroles du poète et paroles de Dieu dans la littérature médiévale. Donc un article éclairant qui oppose en ouverture les conceptions aristotéliciennes et augustiniennes de la mémoire, un aspect extrêmement important évidemment de l'œuvre de Richard de Fournival, la mémoire chez Saint-Augustin étant présentée comme condition de discernement moral. La deuxième partie de l'article de Michel Zinc est centrée sur le prologue du Bestiaire d'amour, dont Michel Zinc propose une lecture très éclairante et très méthodique qui pourra vraiment accompagner, à mon avis, de manière efficace la lecture du prologue par les agrégatifs. Alors, cette méthode pour lire la prose de Richard de Fournival, qui, selon l'expression de Michel Zinc, se caractérise par une préciosité un peu piquante, qui procède, donc il parle toujours de l'écriture de Richard de Fournival, de façon un peu compliquée et comme à la dérobée. Il la déplie en quelque sorte, il la met au clair en résumant le prologue en 8 points, en reformulant les différentes étapes du raisonnement et en proposant une réflexion sur les fonctions et définitions de la mémoire dans ce prologue. Mémoire collective, mémoire de l'auteur, mémoire de la dame, mémoire indispensable à l'intelligence humaine et élément déterminant de la représentation artistique. Il dégage aussi ce qu'il considère comme le noyau de tout le prologue, qui est son point 4. Mémoire qui est la garde des trésors que sens d'homme conquiert par bonté d'engin, fait ce qui est trépassé aussi comme présent. Donc là, on a une explication de texte qui est particulièrement éclairante. L'allégorie y est abordée aussi, présentée comme excitant de la mémoire, et il est question également dans cet article de l'entreprise de détournement du sens allégorique des bestiaires édifiants à l'œuvre dans le bestiaire d'amour. La suite de l'article remonte en quelque sorte le temps en appliquant la réflexion menée sur l'émergence du sens à travers la mémoire et l'allégorie dans le bestiaire d'amour à la poésie lyrique en langue d'oc. L'article qui suit, celui de Jean-Marie Fritz, montre aussi le lien entre tradition lyrique et ici l'œuvre en particulier du trouvère Thibaut de Champagne et le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Donc on a ici une approche comparée de ces deux œuvres qui s'intéresse à la fois à la place du bestiaire et au rapport à la mémoire et à l'oubli. Donc on a une sorte de prolongement de cette réflexion qu'on avait dans l'ouvrage dans l'article de Michel Zinc avec le rapprochement avec Thibaut de Champagne. Je cite ensuite, donc là j'ai choisi un ordre chronologique, donc un petit peu plus loin un autre article de Jean-Marie Fritz, Joie et deuil dans les bestiaires des XIIe et XIIIe siècles, le cygne et le rossignol, ainsi qu'un article que j'ai publié également dans la revue des langues romanes, le bestiaire des Vidas et Razos, dames et troubadours à figure d'animaux. Alors on s'éloigne un peu du bestiaire d'amour et dans ces deux articles, à vrai dire, le bestiaire d'amour n'est mentionné que de manière secondaire, un peu accidentelle non, mais ponctuelle en tout cas. Mais il s'agit d'étudier dans ces deux cas la relation entre les bestiaires et la tradition lyrique. Et donc, ça me semble intéressant pour mettre en place ce contexte et montrer qu'on a là des textes intimement liés. L'article de Sarah Kay que je cite et qui se trouve dans Translation médiévale aborde la relation entre les troubadours et le bestiaire d'amour de Richard de Fournival de manière un peu différente par le biais de la citation. C'est une section intitulée Latinité des troubadours dans le bestiaire d'amour de Richard de Fournival, où Sarah Kay analyse à un moment très précis, c'est à la page 256-258 de notre édition, paragraphe 33, ligne 13 à 33, des références à Ovide et au Poitevin, donc un troubadour qui est cité. Et elle montre que ces citations placent la langue du troubadour sur un pied d'égalité avec le latin.
que cette langue est l'objet d'une traduction glose et non d'une translittération superficielle. Et donc, voilà, elle s'intéresse au rapport avec cette langue d'oc. Donc là, j'ai réuni plusieurs articles qui s'intéressent à cette relation moins évidente que la relation au bestiaire, évidemment, avec la tradition lyrique. Alors, les références savantes ne manquent pas dans le bestiaire d'amour. L'amant qui implore sa dame est savant et sa déclaration est orientée par ce savoir. Alors, je développerai un petit peu moins, même s'il y a de nombreux titres, la section qui suit, un amour de lettré, parce que je pense que mon voisin va vous en parler. Mais je cite donc plusieurs articles, à commencer par l'article du banc du coq à l'arrière-ban de l'âne à propos du bestiaire d'amour de Richard de Fournival. C'est le premier article publié par Christopher Lucken sur le sujet, avant même la soutenance de sa thèse à Genève en 1995 sur le bestiaire d'amour. Et voilà, c'est le moment où il relève pour la première fois le défi qui consiste à étudier une œuvre qui saute du coq à l'âne. Il y est question donc de ce saut du coq à l'âne, de la tension entre le chant d'espoir de l'amant et le désespoir du cri ou le silence auquel il est réduit. Il est question du pré-chant du coq et du rechant parodique de l'âne. En résumé, une belle initiation à la poétique du bestiaire d'amour qui me paraît incontournable. Richard de Fournival est clerc de l'amour. Il se présente comme homme de savoir, comme idéal du clerc, celui qui permet que l'amour ne disparaisse pas dans l'ignorance et l'oubli, le maître du discours amoureux, qui est aussi l'amant hardi. Et donc l'article qui suit sur le Richard de Fournival ou le clerc de l'amour donc se consacre à cette figure du clerc amant qui est développée dans le bestiaire d'amour. L'article de Ludmila Evdokimova, que je cite ensuite, qui se trouve dans la revue Reynardus, souligne les contradictions entre le discours didactique et le chant courtois dans le bestiaire d'amour. Le poète amoureux essaie de convaincre la dame de son amour et lui prouve en réalité qu'il est dangereux de l'aimer. En persuadant la dame de céder à ses prières, il lui découvre que l'amour est un péché et qu'il éloigne le chrétien de la voie du salut. Donc, c'est une étude dans cet article de cette tension, ces contradictions, et elle oppose cette tension qui se trouve dans le bestiaire d'amour au bestiaire d'amour rimé, dans lequel le monde didactique et le monde courtois ne se contredisent pas, mais sont en harmonie. Donc là, il est question aussi d'une des suites continuations, en quelque sorte, du bestiaire d'amour, qui est le bestiaire d'amour rimé. Plusieurs articles que je cite dans cette section travaillent sur la question du rapport entre amour et savoir, sur la question de la mémoire. Donc, vous voyez ici les titres des articles de Christopher Lucken, notamment, auxquels je renvoie, sur la maison de mémoire. L'article de Christina Noaco également aborde cette question. Et je m'arrête un petit instant sur l'article de Sarah Kay, Medieval Bêtises, Internal Senses and Second Skins in Richard de Fournival's Bestiaire d'amour, dans le recueil Uncertain Knowledge. Cet article me semble particulièrement intéressant aussi. Sarah Kay y souligne à quel point le bestiaire d'amour est marqué par la pensée aristotélicienne, qui rapproche le comportement animal de celui des amants. Elle cite en introduction Aristote au sujet de l'imagination qui réside dans les sens et guide les bêtes dépourvues de raison, ainsi que l'homme lorsqu'il subit une éclipse temporaire de la raison pour cause de sommeil, de maladie ou d'amour. Et donc, elle cite, en traduction anglaise, mais aussi avec un texte latin, le De Anima, qui se trouvait dans la bibliothèque de Richard de Fournival. Elle examine donc cette question à partir des œuvres métaphysiques d'Aristote, en évoquant évidemment l'image du corbeau comparé à Amour, qui dévore les yeux de l'homme avant d'extraire sa cervelle. Donc,
image de l'amour qui correspond à cette représentation, à cette vision aristotélicienne. Dans une première partie, elle revient sur la question de l'inscription du bestiaire d'amour dans la tradition des bestiaires, en présentant la tradition vernaculaire, à nouveau pour mieux mesurer l'extraordinaire audace de Richard, qui transforme un genre traditionnel et religieux en une malicieuse expérience de pensée, qui combine philosophie naturelle et humour noir. Je traduis un petit peu maladroitement le texte de Sarah Kay. Elle le présente comme un premier exemple peut-être de poésie en prose, c'est une hypothèse. La deuxième partie de l'article s'intéresse aux orientations aristotéliciennes du bestiaire d'amour. Elle relie donc la réflexion sur les sens internes que l'on trouve sur les sens que l'on trouve chez Richard de Fournival, à la lumière des ouvrages philosophiques d'Aristote et d'Avicenne sur l'âme que Richard possédait dans sa bibliothèque, et donc cite à nouveau les passages de la métaphysique d'Aristote qui sont repris par Richard dans le prologue du bestiaire d'amour. Dans une troisième section, l'article s'intéresse au cas, à l'exemple des singes. Alors, il y a d'autres exemples d'animaux qui passent dans cet article, l'exemple du coq, de l'âne, qui sont évoqués pour signaler le glissement qui place ces animaux, en général diaboliques, dans les bestiaires du côté de celui qui chante. Et pour ce qui est des singes, c'est l'exemple le plus développé, analysé de la manière la plus détaillée. Sarah Kay analyse deux passages pour montrer à quel point les singes, souvent placés aussi dans le camp du diable dans les bestiaires traditionnels, sont proches des hommes dans le bestiaire d'amour. Elle compare même l'histoire de la singesse qui perd son petit préféré au choix de Sophie. Et voilà, juste pour vous donner un petit aperçu, mais là on a une analyse qui est intéressante de ce cas précis des singes. Et elle conclut sur la version de la bêtise par Richard, en décrivant finalement la progression du bestiaire d'amour comme une régression, une disparition progressive de la raison. On passe d'une citation de la métaphysique d'Aristote à une image hilarante, je cite encore Sarah Kay, celle du poète qui se compare à un œuf qui demande à être couvé par sa dame. Et cette perte de raison, elle se demande si elle n'est pas exhibée pour nous amuser, finalement, surtout à la fin, lorsqu'il cherche des remèdes à l'amour par la vengeance ou en implorant la pitié de sa dame. Et elle propose finalement de voir dans le bestiaire d'amour une reformulation médiévale de la question philosophique de la bêtise, au sens où l'entend Jacques Derrida dans son ouvrage L'animal que donc je suis, auquel l'article doit son titre. Voilà, donc je ne développe pas évidemment là toutes les références qui suivent. Alors j'ai cité l'ouvrage de Valérie Fasseur, Paradoxe du lettré, le clerc poète et son lecteur laïque à l'épreuve des polémiques intellectuelles, simplement pour quelques pages, pages 351 à 355, Valérie Fasseur propose une analyse qui me semble exemplaire d'un point de vue méthodologique, du point de vue de l'interprétation, du passage consacré à l'aspic, à la fois sage et subtil, dans le bestiaire d'amour et dans sa réponse. Alors l'analyse est très dense, il ne s'agit pas de la résumer ici, il faut aller voir, mais voilà, on a aussi là un passage qui me paraît tout à fait éclairant, exemplaire d'un point de vue méthodologique. Donc il y a, vous voyez ici des références vraiment qui consacrées exclusivement au bestiaire d'amour, avec ces articles notamment de Christopher Lucken, et puis d'autres choses plus ponctuelles. Alors la dernière section recueille donc des titres qui sont consacrés davantage à la réponse. Et on a ici un texte avec la réponse qui se prête à des lectures genrées. Et c'est le parti pris choisi par plusieurs autrices anglo-saxonnes. Sarah Kay soulève la question pour les bestiaires en général, et cette question est aussi étudiée de près par Hélène Solterer. D'abord dans le premier article que je cite, où le bestiaire d'amour est évoqué dans le cadre plus général d'une étude sur l'expression de perceptions sensorielles féminines dans la littérature médiévale. Et dans l'ouvrage The Master and Minerva, Disputing Women in French Medieval Culture, tout un chapitre est consacré à cette réponse. Alors, il y a aussi un chapitre consacré au bestiaire d'amour, mais là, ça me semble intéressant d'aller vers cet ouvrage pour ce chapitre. Contrary to what is said, the response
Response au bestiaire d'amour and the Case for a Woman's Response. Donc, je vous laisse découvrir ceci. J'ai cité également l'ouvrage de Jeannette Beer, Beasts of Love, Richard de Fournival's Bestiaire d'amour and the Woman's Response, qui est très lisible, alors qui a un parti pris féministe, c'est-à-dire que le texte du bestiaire d'amour est lu comme un texte misogyne dans la lignée d'Ovide, et la réponse comme une contre-attaque, en quelque sorte. Donc c'est un parti pris d'interprétation évidemment très marqué, mais la lecture de l'ouvrage permet de rentrer dans le détail du texte et peut-être de se l'approprier, en fait. Hein. Ça peut être intéressant de renvoyer des agrégats, d'aller voir cet ouvrage pour ça, parce qu'il y a une lecture très suivie de ce texte. Et un propos nuancé sur l'identité de la dame tout de même. Et voilà, je finis par l'article de Christopher Luken sur cette réponse du bestiaire qu'il inscrit en continuité avec La Belle Dame sans merci et d'autres ouvrages postérieurs. Alors, je signale pour finir très rapidement quelques ouvrages à paraître qui ne figurent pas ici dans la bibliographie. Donc, bientôt un chapitre du volume des éditions Ellipse qui sera rédigé par Alain Corbellari, un volume Atland en préparation par Claire Aracil et Valéria Russo pour la partie littéraire et Casserelou et Priscilla Mourguès pour la partie langue. Christopher Luken, ici présent, prépare également une publication qui arrivera bientôt, normalement, intitulée Les portes de la mémoire, Richard de Fournival ou l'arrière-ban de l'amour. Voilà, on a également des articles à paraître de Christopher Luken et Jonathan Morton qui pourront intéresser notre programme dans le volume Littérature et pensée scolastique en France, 13e, 15e siècle, dirigé par Valérie Fasseur et Jean-René Valette et qui devrait paraître bientôt aux éditions Beauchesne. Voilà, donc on a c'est pas restrictif, bien sûr, un certain nombre de publications qui viendront encore enrichir cette bibliographie, qui est donc, une fois de plus, la version courte. Je vous remercie de votre attention.